L'histoire de Battling Siki, c'est celle d'un talent incroyable, d'un homme qui a défié le monde. Mais c'est aussi et surtout une tragédie. Une histoire immense qui résonne encore très fort aujourd'hui. Alors pour vraiment comprendre qui était ce champion, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. On va commencer par la fin. Une fin brutale et un mystère qui reste entier. On est à New York, le 15 décembre 1925. Il fait un froid glacial dans le quartier de Hell's Kitchen. Et à l'époque, cet endroit porte bien son nom. C'est un quartier dur, dangereux, un véritable coupe-gorge. Et ce matin-là, on retrouve un corps. Celui d'un homme de 28 ans. Seulement 28 ans. C'est à peine le début d'une vie. Sauf que cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Loin de là. Quelques années à peine avant ce jour tragique, il était au sommet du monde. C'était le tout premier champion du monde de boxe africain. La question est donc, comment ? Comment un champion du monde, une star, peut se retrouver abattu comme ça, dans une ruelle sombre ? Pour avoir une chance de comprendre, il faut tout reprendre depuis le début. Il faut revenir à ses origines. Et ce début, il est très très loin de New York. On part au Sénégal, qui est à l'époque une colonie française. C'est là-bas que tout commence, que les premières graines de sa légende, mais aussi de sa tragédie, vont être plantées. Son vrai nom, c'est Amadou Membarik Fall. Mais le monde entier va le connaître sous un autre nom, Battling Siki. Rien que ce nom de scène, en fait, ça raconte déjà toute une histoire. L'histoire d'une identité complexe, tiraillée entre deux mondes. Et son parcours, c'est un véritable tourbillon. Imaginez, il est arraché à son pays, il débarque en France encore enfant, pour y être abandonné. Il doit apprendre à survivre, tout seul. À 15 ans à peine, il est déjà boxeur professionnel. Et puis, la guerre éclate. Il part au front, il se bat pour la France, il est même décoré. Tout ça, bien avant que quiconque ait entendu parler de lui sur un ring. Et puis, il y a ce soir-là. Ce fameux soir de 1922, à Paris. Un combat. Mais pas n'importe lequel. Un combat qui va non seulement bouleverser sa vie, mais qui va carrément marquer l'histoire de la boxe. Sur le ring, ce soir-là, c'est plus que deux boxeurs qui s'affrontent. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, on a Georges Carpentier, l'idole absolue de la France, le héros national. Et de l'autre, il y a Siki, le challenger sénégalais, l'outsider, pour tout dire, celui que personne ne prend vraiment au sérieux. Ce combat, le 24 septembre 1922, c'est un scénario de film. Au début, c'est étrange. Siki a l'air passif, il ne se bat pas vraiment. La rumeur d'un match arrangé commence à courir. Et puis, d'un coup, tout bascule. Siki se réveille, il se déchaîne littéralement sur le champion. Il le domine et KO. Carpentier est à terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'arbitre, incroyable, essaie de disqualifier Siki. Sauf que les 40 000 spectateurs ne sont pas d'accord. Pas du tout. C'est presque l'émeute. L'arbitre n'a pas le choix, il est obligé de faire marche arrière et de déclarer Siki vainqueur. Un truc de fou, un retournement de situation absolument légendaire. Et là, il faut bien mesurer ce qui vient de se passer. Ce n'est pas juste une victoire sportive, c'est bien plus que ça. C'est un moment historique. Pour la toute première fois, un Africain devient champion du monde de boxe. La nouvelle fait l'effet d'une bombe et fait le tour de la planète. Sauf que ce triomphe, il dérange énormément. Et la réaction du système, de l'establishment, elle ne va pas se faire attendre. Et elle va être brutale. La presse de l'époque, surtout aux États-Unis, se lâche complètement. Le racisme est à peine voilé, c'est même totalement décomplexé. On le surnomme « champion-zi », un jeu de mots terrible pour le réduire à une caricature, à un animal. Et évidemment, ces attaques le touchent en plein cœur. Il le dira lui-même plus tard. Ils ont écrit que j'avais un style de la jungle. Ce genre de commentaire me fait mal. J'ai toujours vécu dans de grandes villes, je n'ai jamais vu la jungle. Ça en dit long sur sa souffrance. Alors, face à ça, est-ce qu'il va se faire tout petit ? Pas du tout. Au contraire, Siki refuse de jouer le rôle du bon champion bien sage. Il choisit la provocation. Il se balade dans Paris avec un lion en laisse. Il porte des vêtements complètement extravagants, il sort, il boit. Et surtout, il brise l'un des plus grands tabous de l'époque. Il fréquente et épouse des femmes blanches. Chacun de ces gestes est un défi, un cri de liberté. Et ça, pour une société coloniale qui attend de lui qu'il reste à sa place, c'est insupportable. La punition ne tarde pas. L'établissement va le lui faire payer. La Fédération française de boxe trouve un prétexte, son comportement, pour lui retirer ses titres de champion d'Europe et de France. Voilà comment on le pousse dehors. Déchu de ses titres, il décide de chercher un nouveau départ. Il part pour l'Amérique, il traverse l'Atlantique avec sans doute beaucoup d'espoir. Malheureusement, ce sera le début de la fin.
Parce que l'Amérique des années 20, pour un homme noir, c'est un environnement encore plus dur, encore plus hostile que la France. Il tombe dans un univers de la boxe rongé par la corruption, l'argent, et Siki n'est plus que l'ombre du grand champion qu'il était. Il suffit de regarder les chiffres de sa carrière pour le voir. Avant le titre, c'est une ascension fulgurante. Après, aux USA, c'est la chute libre. Et pourtant, derrière cette image de provocateur, de fêtard, qui était-il vraiment? Sa femme, Liliane, donnera peut-être la meilleure réponse après sa mort. Elle dira simplement « c'était un bon garçon, juste un peu espiègle, il ne ferait jamais de mal à personne ». Et c'est là qu'on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, cette rue froide de New York et ce corps sans vie. Maintenant, avec tout ce qu'on sait, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Un champion qui a osé défier l'ordre établi, qui a refusé de rester à sa place, réduit au silence par 2 balles dans le dos. Son meurtre, il ne sera jamais officiellement résolu. L'injustice finale, une fin violente et silencieuse pour un homme qui avait vécu avec tant de bruit. Et l'oubli va suivre pendant 68 ans. 68 ans, sa dépouille va rester dans une fosse commune. Son histoire, presque effacée. Ce n'est qu'en 1993, bien des décennies plus tard, que ses restes seront enfin rapatriés chez lui, au Sénégal. Un retour au pays, tardif, mais qui vient sceller sa légende. Celle d'un héros, d'un martyr peut-être, qui a payé le prix fort pour avoir voulu être libre. Et son histoire, finalement, nous laisse face à une question qui reste terriblement d'actualité. Quel est le vrai prix à payer quand on ose défier le monde ?